Before you hit record, are we going to do the housekeeping? Yeah. Oh, yeah. No? That's good. Yeah. Oh, okay. Okay, way you go. Okay. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cet webinaire qui s'appelle Au-delà de la diversité, place à l'intersectionnalité. Et bien sûr, merci d'être parmi nous. Nous avons une groupe aujourd'hui très intéressée à partager des commentaires, des apprentissages et des enjeux avec vous. Quelques commentaires avant qu'on va commencer. D'abord, vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Nous vous encourageons à rester sur muet afin que tout le monde puisse entendre facilement. L'enregistrement de la présentation sera disponible dans la bibliothèque des ressources de FCC dans les prochains jours. Et pour la meilleure expérience du webinaire, veuillez fermer toutes les autres applications. Nous vous encourageons à augmenter le volume de votre ordinateur et à vous présenter dans la boîte de discussion si vous avez quelque chose à partager. Alors, nous allons explorer des différents sujets aujourd'hui. Et alors que nous explorons des sujets spécifiques, veuillez partager vos idées, vos questions et vos stratégies de réponse dans la boîte de discussion adéquate. Finalement, au cours du webinaire, il sera possible peut-être de créer des salles de sous-commission, d'ateliers. Et si vous aimeriez partager, veuillez activer vos microphones et participer. Cindy, si on peut partager la prochaine diapo. OK. Nous avons 3 présentateurs aujourd'hui et je vais les laisser se présenter dans un instant. Bonjour tout le monde. Merci Laurel pour la présentation. Donc, moi, je m'appelle Christelle Thibault. J'utilise les pronoms elle et elle. Je suis ici principalement basée sur mon expérience en promotion de la santé des personnes bispirituelles et LGBTQ. Donc ça, c'est l'expérience que j'amène au sujet de l'intersectionnalité. J'ai aussi travaillé pendant plusieurs années dans le secteur à but non lucratif en tant que gestionnaire de programme, aussi auprès des jeunes et tout. Passionnée de sujets interculturels. Et je suis une personne francophone du Québec, mais qui habite maintenant à Toronto en contexte minoritaire. Et je veux aussi mentionner, comme je suis à Toronto, et mentionner que c'est le territoire traditionnel de plusieurs nations. Ça inclut Mississaugas of the Credit, les peuples Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat. Et maintenant aussi, il y a plusieurs membres de différentes Premières Nations et personnes Inuit et Métis qui habitent à Toronto. Et aussi sujet du traité 13 avec les Mississaugas of the Credit. Et j'invite tout le monde toujours à cette réflexion-là par rapport à où vous êtes situé et quel territoire en fait vous occupez et à développer cette relation-là de façon continue, peu importe où vous vous situez à travers le pays. Merci Christelle. Mon nom est Mai et je suis la co-animatrice de Christelle. Je suis une consultante de genre et je travaille aussi comme une animatrice avec Affaires mondiales en faisant les ateliers de ACS+. Mes pronoms sont elle et je suis ici sur le territoire non cédé des Algonquins. Je suis très contente d'être ici avec vous pour discuter le sujet très important de l'intersectionnalité et spécialement dans un ère de COVID-19. C'est vraiment plus important maintenant qu'on on discute d'intersectionnalité et comment ça nous impacte comme les organisations. Merci, Mai. Moi, je m'appelle Laurel. Je suis ici seulement pendant 1 minute, mais j'imagine que plusieurs parmi vous me connaissent. Je suis une ancienne membre de la permanence de Fondation communautaire du Canada. Maintenant, je travaille avec plusieurs organismes, mais je continue à appuyer le travail de Fondation communautaire du Canada dans le cadre des questions d'égalité de genre. Et je travaille avec des fondations communautaires depuis 6 ans.
OK. Avant qu'on continue aujourd'hui, on aimerait prendre une minute pour poser la question vraiment. Pourquoi parlons-nous de l'intersectionnalité aujourd'hui et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant est-il tellement important de parler à ce sujet? Comme nous le savons tous, nous vivons des jours très perturbés. Au cœur, dans le fond, en tant que Fondation communautaire, notre travaux est dédié au changement des systèmes, aux questions des changements systématiques des sociétés. Et nous vivons des moments qui mettent en lumière comment les systèmes qui existent, ces systèmes sont enracinés dans les inégalités historiques et qui continuent de se reproduire, qui continuent à reproduire des inégalités. Nous savons que COVID-19 est une réalité qui affecte tout le monde partout au monde, mais nous savons aussi que cette crise affecte des personnes, des collectivités, des communautés dans une manière différente. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut parler à ce sujet d'une manière pour reconnaître comment les facteurs identitaires peuvent affecter la manière dont on expérimente cette réalité aujourd'hui. Même on vit tous les jours maintenant aussi des grandes questions liées à des inégalités entre des groupes ethniques, des questions de racisme. Et là aussi, il faut comprendre une minute pour poser des questions vraiment spécifiques liées à des questions identitaires, des questions des injustices systémiques et à poser la question, c'est quoi notre rôle en tant que fondation communautaire, en tant qu'organisme qui sont dédiés à la justice sociale et comment on peut utiliser l'intersectionnalité en tant qu'une optique pour mieux comprendre notre rôle dans ces enjeux. Alors maintenant, je vais passer la parole à mes co-présentateurs. Parfait. Merci beaucoup, Laurel. En fait, je vais continuer à parler un peu sur le même sujet qui est représenté par cette image-là que vous voyez à l'écran. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux et tout. L'image ici, ça représente le fait que bien qu'on fasse face à la même tempête par rapport à la COVID, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Et donc, le bateau est différent selon, comme Laurel avait mentionné, selon les facteurs identitaires, selon certains groupes auxquels on appartient. Et l'impact de la COVID va être différent. Et c'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité aujourd'hui. Donc, quelques exemples. Le Globe and Mail récemment rapporte que les femmes représentent 53% des décès, par exemple, dus à la COVID. Et étant donné que la majorité des décès ont survenu dans des foyers de soins de longue durée et que les femmes ont une durée de vie qui est plus longue que celle des hommes, d'une moyenne de 4 ans environ au Canada, la statistique, elle est logique, on peut comprendre pourquoi ça fait partie de ça, mais c'est pas une question d'âge qui est le seul facteur non plus. Et quand on utilise l'intersectionnalité comme optique, on se pose toujours la question pourquoi? Comme pourquoi certaines statistiques, pourquoi est-ce qu'on voit ces différences-là entre les différents groupes? Et comment est-ce que l'intervention ou la réponse à ces enjeux-là peut être différente? Comme quand on parle de genre, par exemple, ça pourrait être une réponse qui est sexo-spécifique ou une réponse d'intervention qui diffère selon les différents groupes. D'autres statistiques aussi montrent, par exemple, que la COVID affecte les résidences à plus faible revenu ou à logement multiple. Encore une fois, avec une optique d'intersectionnalité, on se pose la question, comment est-ce que les revenus jouent un rôle par rapport au taux d'infection lié à la COVID? Comment est-ce que les disparités de revenus affectent la population, affectent leur accès aux ressources et au système de santé? Un article du New York Times qui parle comme quoi c'est une femme sur 3 qui occupe un emploi qui est jugé essentiel. Donc, encore une fois, on voit la connexion entre plusieurs facteurs, entre le revenu, l'emploi,
le sexe, le genre et comment tout ça, ça affecte les gens différemment. Donc, avec une optique d'intersectionnalité, on se pose la question comment est-ce que les personnes de différents genres, femmes, hommes, non-binaires, personnes trans, par exemple, peuvent être affectées par la COVID de façon différente. Comment est-ce que c'est lié, par exemple, au logement abordable, à la garde d'enfants, à tout plein de facteurs multiples. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Next slide. Yeah. Parfait. Donc, nos objectifs d'apprentissage pour la session d'aujourd'hui, en fait, c'est comprendre les concepts fondamentaux qui sont liés à l'intersectionnalité et évaluer comment le croisement de différents systèmes de pouvoir et de facteurs identitaires vont avoir un impact sur le travail quotidien des fondations communautaires. Prochaine diapo. OK. Et notre structure un peu aujourd'hui de la présentation, on va parler c'est quoi des facteurs identitaires, c'est quoi des facteurs intersectionnels, c'est quoi un peu la définition de l'intersectionnalité, comment est-ce qu'on peut comprendre le concept. Il va y avoir un certain niveau de réflexion personnelle. On va vous inviter à penser à vous, à votre propre vie, votre propre identité. Et ensuite, comme finalement, lier la réflexion au travail des fondations communautaires. Une prochaine diapo. Donc, comment est-ce qu'on peut bien travailler ensemble et avoir cette discussion-là? Donc, on invite les gens à participer de la façon dont ils se sentent plus à l'aise. Mais aussi peut-être de faire cet effort-là de participer à la discussion et de partager. On peut être en désaccord sans nécessairement être désagréable et on peut avoir différentes opinions et discuter de différents enjeux avec fermeté par rapport aux enjeux, mais douceur envers les personnes. On invite les gens à poser des questions, tout en sachant que c'est pas en un webinaire, c'est pas en 1 heure qu'on va régler les problèmes de notre société d'aujourd'hui. On espère aussi que les gens peuvent apprendre de différents succès ou échecs ou différentes expériences que les gens ont vues auparavant. On souhaite avoir le plus d'ouverture et d'honnêteté possible, que le contenu, bien que sérieux, peut être aussi amusant ou intéressant, du moins. Et donc, voilà, c'est certaines consignes qu'on offre pour la session et pour le groupe. Maintenant, on va continuer à aller de l'avant. OK. Alors, on va commencer avec une activité. On va aller le prochain diapo. Puis, j'aimerais qu'on commence à réfléchir individuellement. Et Christelle a mentionné qu'on a besoin de comprendre le concept d'intersectionnalité. Mais un des fondamentaux concepts d'intersectionnalité, c'est vraiment les identités, les facteurs d'identité dans l'intersectionnalité. Ce n'est pas intersectionnalité exactement, mais les facteurs d'identité vont nous aider à réfléchir et à comprendre le concept d'intersectionnalité. Alors, on va voir sur l'écran une brise-glace d'activité où je vais mettre 5 questions de sondage sur l'écran et vous allez répondre à la maison d'accord, ne sais pas et en désaccord. Alors, on va mettre les questions de sondage et j'aimerais que vous vraiment preniez le temps de réfléchir pourquoi. Alors, la première question, je n'ai aucune crainte que mon identité de genre soit remise en question lors du franchissement d'une frontière. Est-ce que tu es d'accord, ne sais pas ou en désaccord? La deuxième question, je peux facilement prendre les transports en commun. D'accord, ne sais pas
ou en désaccord? Troisième question. Je suis rarement gênée par mon accent. D'accord. Ne sais pas. En désaccord. Numéro 4. Je suis bien représentée dans les médias, télévision et cinéma. D'accord. Ne sais pas ou en désaccord. Et la question finale, je peux marcher seule avec confiance la nuit. D'accord. Ne sais pas et en désaccord. Alors, quand vous avez la chance de répondre aux questions, j'aimerais que vous faites un peu de réflexion. Qu'avez-vous observé? Est-ce que les réponses changeront selon les personnes différentes? Quels sont les facteurs d'identité dans votre communauté qui affecteront les réponses? Exemple, on peut penser les facteurs d'identité, par exemple, sont le sexe, le genre, ethnicité, la classe, identité de genre, etc. Puis, l'autre question de réflexion est selon qui je suis, quels sont mes angles aveugles potentiels? Vous pouvez voir les réponses du petit groupe de personnes. Juste pour vous donner quelques exemples, peut-être pour faciliter la réflexion aussi de votre côté aussi et comment les facteurs peuvent changer d'une personne à l'autre. Chacune des questions, des fois, on peut penser que c'est lié à comme un aspect spécifique de l'identité, mais aussi il peut y avoir d'autres raisons qui s'ajoutent à ça. Donc, par rapport à l'identité de genre et le franchissement d'une frontière, par exemple, là, on a posé une question spécifique par rapport à l'identité de genre et comment quelqu'un pourrait être affecté de cette façon-là. Mais le franchissement d'une frontière, ça peut être affecté de différentes façons. Donc, que les gens soient perçus comme une personne qui est comme sécuritaire ou pas beaucoup de risques, ça va changer selon l'identité de genre, mais aussi selon la race, la couleur de la peau, l'ethnie d'une personne aussi. Donc, ça, c'est comme différents facteurs qu'on peut voir en jeu. Même chose pour les transports en commun. Si vous pensez à votre propre expérience à ce niveau-là, on peut parler comme de capacité ou d'habileté physique, par exemple, mais on peut aussi parler de comment les gens sont perçus de façon plus large. Par rapport à la question de l'accent, si on pense à certains exemples, ça peut changer aussi selon le contexte où une personne est située, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous vivez. Donc, pour les francophones, je pense que ça peut être particulièrement intéressant ou important de réfléchir à la différence entre être francophone en situation majoritaire, comme au Québec, par exemple, ou être francophone en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Moi, je suis une personne du Québec, par exemple, puis des fois, par rapport à mon accent, je sais que j'ai eu des conversations avec des personnes franco-ontariennes, par exemple, qui vont être perçues comme quasiment étant moins francophones que moi parce que leur accent est perçu de façon différente dans différents contextes. Et pourtant, c'est pas vrai. Donc, l'accent peut jouer de plusieurs façons. Par rapport à la représentation dans les médias, souvent les gens disent « Ah, ben les choses changent ou avancent au fur et à mesure », mais on continue à avoir un manque de certaines identités, de certaines personnes qui sont représentées, d'avoir une certaine diversité d'expériences dans les médias. Et pour marcher seul avec confiance la nuit aussi, continuer à pousser la réflexion pour OK, mais pourquoi, c'est quoi les facteurs qui influencent ça ou pourquoi je me sens de telle façon? Est-ce que c'est basé sur mon sexe, mon genre, la couleur de ma peau, encore une fois, les capacités, les différentes habiletés? Qu'est-ce qui influence la façon dont je suis perçue par différentes personnes? Donc, tout ça, ça peut faire partie de la réflexion en lien à ces questions-là.
Puis on peut voir sur le diapo ici le fleur d'intersectionnalité. Alors, ça nous indique des exemples des facteurs d'identité qu'on pourrait s'engager avec. Puis j'aimerais juste dire que, évidemment, on pourrait ajouter des facteurs sur ce fleur-ci. Alors, on n'est pas limité, mais ce sont des exemples. Alors, ça nous aide à refléter comme des individuels, c'est quoi nos facteurs d'identité qui nous forment? C'est quoi qui nous influence dans notre promenade au monde? Les lentilles qu'on porte. C'est vraiment important de refléter parce que si on comprend nos facteurs individuels, ça va nous aider à comprendre pourquoi nous sommes où nous sommes dans un niveau systémique. C'est très important parce que quand j'ai entendu Christelle parler à propos de son accent, c'était très intéressant qu'un accent de Québec, c'est différent d'un accent franco-ontarien, puis ça donne les personnes francophones de différents pouvoirs. Quand j'étais un gestionnaire avec Jeunesse Canada Monde, je travaillais avec les bénévoles canadiens qui sont allés à Outre-mer. Puis, c'était la première fois qu'ils sont allés à Outre-mer. Puis, ils me disaient, Maï, c'est la première fois que je me sens que j'ai moins de pouvoir que les autres. Je suis, par exemple, un jeune homme blanc ou je suis une jeune femme blanche. Et on était en Afrique, puis je me disais, OK, mais c'est vrai que personnellement, que tu as perdu du pouvoir, tu as perdu l'habilité à parler la langue, à connaître la culture, mais au niveau systémique, est-ce que tu as vraiment perdu le pouvoir? Et ça, c'est vraiment le centre d'intersectionnalité. Alors, la première étape, c'est vraiment de réfléchir au niveau individuel. À la prochaine étape, on va commencer à demander des questions plutôt systémiques. Alors, le prochain diapo. Avant qu'on va aller au niveau systémique, j'aimerais demander la question, quels sont mes facteurs identitaires liés à l'intersectionnalité? Et on a commencé à déjà faire ça à la dernière diapo. Mais comment cela influence-t-il mon expérience vécue de la société? Alors, l'accès à l'emploi, aux services de santé, à l'éducation, etc. Je peux vous donner... on vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Par exemple, mais si je vous offre un peu une réflexion personnelle à ce niveau-là, par exemple, comme un des facteurs identitaires qui peut être lié à la classe sociale, par exemple, qui va être connexe ensuite à mon niveau de scolarité et au genre de choses, au genre d'opportunités que j'ai eues et auxquelles j'ai pu accéder. Donc, par exemple, j'ai mentionné, je proviens du Québec, mais j'habite en Ontario maintenant et une des raisons, c'est parce que j'ai déménagé d'une province à l'autre, par exemple, pour aller à l'université et avoir accès à un certain niveau de scolarité, un programme spécifique qui m'intéressait. Et ça, j'ai pu le faire très en lien à ma classe sociale et au genre d'accès aux ressources financières qui étaient disponibles pour ma famille, par exemple. Et donc, ça, ensuite, mon niveau de scolarité et les genres de liens que j'ai faits, par exemple, à l'université, ensuite, ça a permis d'accéder à tout plein d'autres opportunités, certains réseaux sociaux et ce genre de choses-là. Et donc, sans faire cette réflexion-là ou sans bien comprendre comment mon accès à certaines opportunités, certaines ressources, comme exemple le niveau de scolarité ou le type d'emploi que j'ai pu obtenir ensuite dans ma carrière, c'est vraiment super important de faire cette réflexion-là et de commencer à comprendre comment on va dire, les ressources de ma famille sont continuées à se perpétuer d'une
génération à l'autre dans un système qui était déjà construit d'une certaine façon pour valoriser certaines expériences, puis ensuite me donner accès à des ressources supplémentaires. Alors, dans la roue de la diversité, on continue la réflexion individuelle, mais on commence maintenant à demander les questions. Comment est-ce que moi, personnellement, est-ce que je lis avec, je fais la relation avec ma communauté, avec la société, avec ma organisation? Alors, on peut voir ici dans la roue des exemples de facteurs d'identité. Alors, on commence à nous demander la question, peut-être il y a 2 facteurs ici où j'avais eu l'expérience de privilège. Ou est-ce que peut-être que j'avais deux facteurs ici où j'avais des expériences j'ai oublié le mot, Christelle, marginalisation. Marginalité. Marginalité, merci. Alors, par exemple, et est-ce que ça change au-delà du temps? Alors, par exemple, avec mon âge, maintenant, je pense que je suis à un âge où j'ai beaucoup de privilèges avec les emplois. Mais des fois, peut-être avec ma race, spécialement dans un temps de pandémie, j'expérience un peu de marginalisation parce qu'il y a des stéréotypes que les personnes qui viennent de la Chine on transmettre le virus ici au Canada. Moi, je suis vietnamienne-canadienne, mais parce que j'ai la physique que j'expérience la marginalisation parce que j'ai la race que j'ai. Alors, ça, c'est des exemples où on commence à refléter à notre individuel, puis on fait la connexion avec le niveau systémique. Mm-hmm. Et donc, on vous invite, tout le monde qui sont présents, qui visionnent en ce moment, de faire un peu cette même réflexion-là. Donc, est-ce que vous pouvez identifier 2 facteurs, par exemple, qui sont des sources de privilèges, des sources de pouvoir dans la société, et 2 autres facteurs qui sont sources de marginalité, par exemple, ou qui sont en lien à la façon dont les systèmes ont des avantages, des désavantages systémiques, excusez-moi, qui affectent certains groupes de personnes. Donc, un exemple pour moi, autre que ce que j'avais déjà mentionné, par exemple, en tant que personne LGBT, une personne queer, comme je l'identifie, une personne de genre non-binaire, qui ne conforme pas exactement aux normes de genre dans la société. Ça, j'ai certaines expériences de marginalité qui sont liées à ça. Mais mon expérience, elle est aussi spécifiquement liée en tant que personne blanche. Donc, mon expérience est très différente de celle de Mai, par exemple. Donc, j'ai jamais eu d'expérience de certains de ces désavantages-là qui sont liés à la couleur de ma peau. Bien au contraire, j'ai tous les privilèges qui sont liés à ça. Donc, mon expérience de marginalité, dans certains sens, vont continuer à se croiser avec mon expérience en tant que personne blanche, du fait que le genre de discrimination auquel je pourrais faire face serait différent de quelqu'un qui vit avec une autre intersection peut-être de l'expérience queer, mais avec un croisement avec un autre système d'oppression, par exemple. Merci. Puis je suis consciente aussi que les facteurs peuvent changer avec le temps. Alors, par exemple, l'âge, ça peut changer. Il y a un ère où on est jeune, puis tout le monde devient vieux ou vieille. Les habiletés, ça peut changer aussi. Mais les facteurs comme race ne peuvent pas changer. Alors, ça nous aide à placer un peu de analyse à propos de quel facteur peut changer ou non. C'est très important comme une question dans notre analyse d'intersectionnalité.
Alors, un point que j'aimerais, ça c'est une très belle définition de intersectionnalité. J'aimerais juste reconnaître que Kimberly Crenshaw, elle est une activiste, une féministe noire aux États-Unis, puis c'était elle qui a inventé le terme intersectionnalité. Alors, je vais juste lire la définition. Intersectionnalité n'est qu'une métaphore pour comprendre comment de multiples formes d'inégalité et de désavantages peuvent parfois se combiner et créer des obstacles souvent incompris lorsqu'on adopte les modes de réflexion conventionnels. C'est elle qui a inventé le terme. Ça vient d'un mouvement féministe noir parce qu'elles ont reconnu que dans le mouvement féministe général, les femmes noires ont expériencé la marginalisation. Elles n'ont été pas incluses dans les discussions d'égalité de genre. Parce qu'elle avait l'expérience de la race. Alors, c'est une conscience que il y avait une intersection des facteurs d'identité. Alors, c'est là où ça a commencé. Mm-hmm. Et quand elle parle de mode de réflexion conventionnel, Kimberly Crenshaw, elle est juriste, donc elle faisait sa réflexion aussi sur la façon dont les lois d'antidiscrimination sont mises en œuvre. Donc, un mode de réflexion conventionnelle, ce serait de dire, OK, on va regarder seulement la discrimination fondée sur la race, donc on va examiner le racisme, ou on va examiner seulement la discrimination fondée sur le sexe, donc on va examiner le sexisme. Et comme Mai, elle a décrit, et ce que Kimberly Crenshaw dans le fond, invitait les gens à faire le mode de réflexion conventionnel. C'était pas de seulement voir une forme de discrimination ou une autre forme de discrimination, mais c'est vraiment de voir, OK, en tant que femme et en tant que personne noire, en tant que femme noire, à ce moment-là, il faut avoir les deux éléments dans la réflexion. Il faut avoir une réflexion plus large à ce niveau-là pour comprendre l'impact qui est comme très, très spécifique du croisement de ces deux formes-là de discrimination. Mm-hmm. Puis on disait tantôt, moi et Christelle, on parlait que oui, la terme a été inventé par les féministes noirs. Alors souvent, j'entends des hommes blancs, « Oh, intersectionnalité, alors ça, il n'y a pas de relation avec moi parce que moi, je suis un homme blanc. » Mais le fait est que intersectionnalité, ça inclut tout le monde parce que ça demande vraiment la question pourquoi certains groupes sont-ils laissés pour compte et pourquoi certains groupes ne le sont-ils pas. Alors, par exemple, pendant les élections américaines en 2016, Kimberly Crenshaw a dit que si on a fait une analyse d'intersectionnalité, peut-être qu'on aurait dû prédire les mouvements populistes qui sont surgis. Alors, c'est vraiment ce sont des lentilles à porter. Alors, il ne va pas nous donner les solutions, mais ça va nous donner plus de lumière sur c'est quoi les barrières systémiques. OK. Alors, on aimerait vous demander des questions pour réfléchir parce qu'on aimerait on aimerait lier intersectionnalité avec le travail que vous faisiez avec la Fondation communautaire. Alors, numéro 1, quels groupes dans votre communauté sont historiquement privés de leurs droits? Et on va se souvenir un peu de la fleur d'intersectionnalité. On va se souvenir qu'il y a beaucoup de facteurs d'identité. Alors, peut-être dans ta communauté, on peut voir les personnes qui sont marginalisées sont les immigrants, ou peut-être les personnes âgées, ou les personnes jeunes, ou les femmes jeunes, les personnes autochtones, par exemple. Alors, la variation va être beaucoup parce que ça va dépendre sur ta communauté. En tant que FC, que devez-vous faire pour que les ressources soient acheminées à ces groupes? Alors, par exemple, sélection d'un groupe qui va recevoir les fonds,
la sensibilisation ou la rétention, peut-être des employés dans votre organisation. Okay. Est-ce qu'on aimerait aller à la prochaine diapo? Alors ici, c'est encore la question de réfléchir un peu sur l'intersectionnalité avec les activités quotidiennes des fondations communautaires. Alors voici quelques exemples. Nous savons que l'intersectionnalité apparaît dans tous nos travaux et qu'il existe de nombreuses fondations communautaires qui sont conscientes de l'intersectionnalité et de la façon dont elle affecte leur travail, qu'elles utilisent ou non ce mot. Alors, on disait que le mot intersectionnalité, des fois, ça fait peur au monde, mais c'est vraiment la question qu'on aimerait demander: pourquoi certains groupes sont-ils laissés pour compte? Pourquoi certains groupes ne le sont-ils pas? Comme premier exemple, parlons de l'octroi de subventions. Il est important de considérer les programmes d'octroi de subventions et la manière dont les priorités, les processus, les critères peuvent appuyer des facteurs identitaires ou créer des obstacles à l'intersectionnalité. Parfois, on définit des thèmes ou des priorités stratégiques d'octroi de subventions qui créent des limites et qui peuvent ignorer l'intersectionnalité. Lorsqu'on établit ces genres de priorités, il est important de penser à la possibilité de l'intersectionnalité et de multiples facteurs d'identité. Par exemple, une fondation communautaire bien intentionnée peut tomber dans le piège de créer des fausses séparations entre les priorités. Alors, on accorde la priorité au projet de lutte contre le racisme, mais peut-être également indiquer que les personnes âgées ne sont pas une priorité démographique ou qu'on n'a pas de fonds pour des projets qui soutiennent les personnes handicapées. Cette approche ignore le fait que le racisme peut toucher fortement les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors voilà, on est ici à la fin, puis on aimerait partager les outils et les ressources. On sait que dans un webinaire, on a seulement que 45 minutes à apprendre un nouveau sujet. Alors, on vous encourage à visiter le site web de Status of Women Canada. Puis, Christelle, pourrais-tu me souvenir de la traduction en français? Alors, il y a les outils comme démystifier l'ACS+, outils de travail. Et StatsCan aussi a le portée statistique sur le genre, la diversité et l'inclusion. Et Femmes au Canada a un rapport statistique fondé sur le sexe aussi. Alors, le prochain diapo. Alors voilà, ça c'est l'outil de ACS+, qu'on peut trouver sur le site web. C'est un outil qui est utilisé par le gouvernement fédéral. Alors, c'est vraiment un outil qui va faire une sommation de l'intersectionnalité, puis nous offrir des questions un peu plus simples pour que nous puissions commencer l'analyse d'intersectionnalité. Status of Women Canada, c'est Conditions féminines au Canada. Merci. Merci, Christelle. Alors, Christelle, est-ce que tu aimerais parler un peu pour des prochains webinaires? Oui, donc ça, c'est un webinaire qui fait partie d'une série. Donc, dès demain, il y a une autre opportunité d'apprentissage à 2h30 pour l'expérience genrée de la COVID-19, suivie par le 5 juin. Le prochain webinaire dans cette série qui est subventionné et équité en cas d'urgence est suivi par le 11, en fait, c'est ça, le 11 juin, en fait, que je voulais dire, qui était l'approche féministe au subventionnement. Donc, une fois que les
la fondation, en fait, du concept d'intersectionnalité, le fait de le croisement de plusieurs facteurs d'identité et de systèmes de pouvoir et d'oppression. Avec cette optique-là, on rentre plus en profondeur pour pousser la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une approche féministe au subventionnement? Donc, vous pouvez aller voir, consulter le site web pour vous inscrire aux prochains webinaires qui vont être offerts très bientôt. Merci, Christelle. On va faire un petit sommaire de ce que nous avons appris parce que j'aimerais vraiment faire une emphase que intersectionnalité n'est pas la diversité. La diversité est quand tout le monde est invité à la fête. Comme ici, on est un groupe divers. Inclusion, c'est vraiment quand tout le monde a la chance à danser à la fête. Mais intersectionnalité va demander la question « pourquoi ». Pourquoi est-ce que quelqu'un a été inclus dans l'invitation des fêtes ou non? Pourquoi est-ce que quelqu'un avait l'habilité à danser à la fête ou non? Pourquoi est-ce qu'il y a certains groupes qui sont marginalisés et certains groupes qui ne le sont pas? Alors, c'est vraiment important de faire la différence entre la diversité et intersectionnalité. Puis on espère que vous avez appris un peu plus du concept. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé ou qu'il y a eu beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Donc, on vous remercie beaucoup de votre temps et votre attention et votre désir de continuer à grandir ensemble par rapport à ce sujet-là. Merci tout le monde.